Ce gamin est parvenu, à plusieurs reprises, à manipuler des entreprises pour obtenir des informations confidentielles. Il y a une dizaine d'années, je travaillais dans un hôpital psychiatrique et, comme j'étais affecté là où il manquait du personnel, j'ai passé quelques jours dans l'unité pour adolescents. C'est là que j'ai rencontré un garçon de 12 ans que j'appellerai Joe. Il venait d'un autre centre résidentiel et ce que j'ai appris de lui m'a marqué durablement. Dans cet autre lieu, il avait réussi à prendre l'ascendant sur un groupe de garçons de son âge, autour de 10 à 13 ans, et organiser avec eux des agressions sexuelles contre les filles. Ce n'était pas de simples dérapages d'enfants désorganisés, il construisait de véritables plans. Il connaissait parfaitement les emplois du temps du personnel, savait qui était attentif et qui ne l'était pas, et plaçait ses attaques dans les moments où il y avait des failles dans la surveillance. Quand je l'ai observé chez nous, j'ai compris que son intelligence n'était pas banale. Il repérait les points faibles, anticipait les réactions des autres, et le faisait avec une froideur terrifiante. Il pouvait, par un simple bruit ou un geste, déclencher une crise de colère chez un autre adolescent et rester en retrait à regarder la scène, satisfait de la pagaille qu'il avait provoquée. Il savait aussi se montrer charmant, presque attachant, avec les autres enfants, comme s'il jouait à être leur ami pour mieux les utiliser plus tard. Lors d'une fouille, on a découvert qu'il avait accumulé des feuilles détaillant les horaires de plusieurs soignants, soigneusement rangés dans sa chambre. Parmi tous les patients que j'ai croisés, Joe est le seul qui m'ait vraiment fait peur. Non pas à cause de son âge ou de sa force physique, mais parce qu'il montrait déjà, à 12 ans, une absence totale de remords et un goût évident pour la souffrance des autres. J'ai souvent repensé à lui depuis, et parfois je me demande ce qu'il est devenu maintenant qu'il est adulte. Avec l'intelligence qu'il avait et la manière dont il l'utilisait, il est difficile d'imaginer qu'il ait simplement disparu dans la masse. Je connaissais un homme qui avait la capacité incroyable de se souvenir de tout ce qu'il avait lu, chaque mot, chaque détail. Mais le plus troublant n'était pas son don, c'était sa manière de l'utiliser. Il détestait en parler, parce que les gens transformaient ça en jeu. Il lui demandait par exemple quel était le 5e mot du 2e paragraphe à la page 93 d'un livre. Alors, avec le temps, il avait pris l'habitude de ne rien dire aux nouveaux qu'il rencontrait, il gardait ce secret pour lui. Mais quand quelqu'un finissait par l'énerver, tout changeait. Sa mémoire devenait une arme redoutable. Il parlait avec le ton d'un procureur dans un tribunal et ressortait des phrases entières de conversations passées, parfois vieilles de plusieurs années. Il pouvait dire avec précision qu'un jour de janvier 2007, à telle heure, son interlocuteur avait affirmé que John et Jane se voyaient au café, et il citait mot pour mot des messages oubliés. Quand on vérifiait dans l'historique, tout était exact. C'était fascinant, mais aussi un peu effrayant de voir une mémoire humaine fonctionner comme un enregistreur parfait. Derrière cette intelligence hors du commun se cachait pourtant quelqu'un de profondément désabusé et fatigué, un homme qui portait le poids de sa mémoire comme un fardeau. On m'a dit que ce que je fais est inquiétant et que je ne devrais pas en parler dans une conversation. Je conduis un camion poubelle dans la ville où je vis, et cela fait environ 5 ans que je fais ce travail. Mon itinéraire est chargé sur une tablette qui contient les noms et adresses des clients. Sur une semaine, je passe devant près de 5000 maisons. Mon cerveau finit par s'ennuyer, peu importe le nombre de podcasts ou de livres audio que j'écoute pendant mes tournées. Alors je regarde les noms. Certains sont très communs, comme Jones ou Smith, d'autres moins. Avec le temps, certains finissent par rester en mémoire. Si j'ajoute à cela les voitures garées dans les allées, je commence à les remarquer en ville. C'est à ce stade que ma femme m'a dit d'arrêter, car cela devenait étrange. Mes enfants sont plus grands et je les emmène à leurs activités. Pendant ce temps, je discute avec les autres parents. J'ai travaillé dans la vente, donc parler avec les gens est une habitude. Généralement, dès le début de la conversation, j'entends leur nom et je fais remarquer quelle voiture, sur le parking, leur appartient. Comme je suis passionné de voitures, j'apprécie quand on reconnaît la mienne. Si je ne connaissais pas leur voiture, je demandais parfois s'ils habitaient dans tel ou tel quartier.
Je ne donnais jamais de rue précise ou de numéro de maison, car je savais que cela paraîtrait bizarre. Mais simplement les quartiers. Finalement, des personnes en ont parlé à ma femme. Depuis, soit je reste à l'écart, soit je n'y vais plus. Je connaissais un garçon de 14 ans qui aidait son père à poser des plaques de plâtre dans une maison en construction. À un moment, il s'est arrêté devant un escalier, il a observé la forme avec une attention silencieuse, puis il a jeté un coup d'œil à la grande plaque de plâtre posée sur les tréteaux, prête à être découpée. Sans sortir de mètre, sans tracer de repère au crayon, il a pris son outil et a découpé la plaque d'un seul geste assuré. Quand il l'a soulevée et l'a approchée de l'escalier, elle s'est ajustée parfaitement, comme si elle avait été fabriquée spécialement pour épouser la forme des marches. La plaque s'est glissée à sa place naturellement, comme si elle s'était toujours trouvée là. Le père est resté immobile un instant, étonné de voir une telle précision sans aucun calcul. Il a fini par sourire et a laissé échapper un petit rire, partagé entre la fierté et l'incrédulité. Le garçon, lui, n'a rien dit, il s'est contenté de replacer son couteau à sa ceinture avant de passer à la plaque suivante, comme si ce qu'il venait de faire n'avait rien d'extraordinaire. Ma fille, alors âgée de 4 ans. Du côté maternel, nous avons une longue histoire d'intelligence élevée associée à la dépression, notamment un trouble bipolaire de type 2. Je ne savais pas que la maladie mentale pouvait être héréditaire, autrement j'aurais peut-être choisi de ne pas avoir d'enfant biologique. Pour ma part, je suis atteinte de ce que j'appelle le gène. Un jour, je suis rentré dans la salle de bain et j'ai trouvé ma fille de 4 ans en train d'observer l'eau couler du robinet vers le drain. Elle pleurait. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a expliqué qu'elle ne reverrait jamais cette eau. Elle avait compris, en regardant l'eau s'écouler et disparaître dans le siphon, que cette eau s'évanouissait à jamais et qu'elle ne la reverrait plus. Je l'ai noté mentalement et la vie a continué. À 6 ans, je l'ai emmenée pour une évaluation concernant un TDAH et des troubles d'apprentissage, car elle cumule les deux. On lui a passé un test de QI qui a donné 140, sachant que la moyenne est de 7. Elle souffre effectivement de dépression et, dès l'âge de 6 ans, elle avait été mise sous antidépresseur. Il n'y a rien de plus terrifiant que d'entendre, après une longue journée à Disney, votre enfant de 7 ans hurler qu'elle devrait se tuer. La première fois que j'ai vu quelqu'un animé par une passion vraiment particulière, c'était quand je travaillais comme assistant dans une école spécialisée pour les enfants souffrant d'anxiété et de dépression. On m'avait demandé d'accompagner un élève de 13 ans dehors, le temps d'une pause de 10 minutes pour l'aider à relâcher la pression. Nous marchions tranquillement dans la cour quand un avion est passé assez bas au-dessus de nous. Sans s'arrêter et d'une voix parfaitement détendue, l'enfant s'est mis à me dire l'orientation exacte de l'avion, l'aéroport dont il venait de décoller en fonction de son altitude, puis il a ajouté quel pouvait être son numéro de vol et même sa destination probable. J'ai levé les yeux vers lui complètement surpris, incapable de comprendre comment il pouvait sortir toutes ces informations avec autant d'aisance et de certitude. Il continuait de marcher calmement comme si ce qu'il venait de dire n'avait rien d'exceptionnel, alors que pour moi c'était comme d'assister à une démonstration incroyable. Je ne sais pas si cela paraît étrange, mais mon fils est un véritable génie. Oui, toutes les mères pensent ça de leur enfant, mais dans son cas, c'est réellement vrai. Il est autiste. À 9 mois, il courait déjà. Pas marcher, non, courir. Une fois, dans le cabinet du médecin, il a démonté un tiroir sous les yeux médusés du docteur. À 5 ans, il lisait déjà des romans entiers. À la fin de son année de CE2, il avait lu toute la saga Harry Potter. Mais sa véritable force n'était pas la lecture. C'étaient les mathématiques et les sciences. Dès son plus jeune âge, certains voulaient lui faire sauter des classes. Nous avons refusé, car il n'avait aucune compétence sociale. Nous l'avons inscrit à des clubs et à des sports, il suivait aussi des séances d'orthophonie pragmatique. Il devait apprendre à se faire des amis comme d'autres enfants apprennent à faire du vélo. Ce fut difficile, mais il y est arrivé.
Ses enseignants lui trouvaient toujours des activités supplémentaires pour le stimuler. Il pouvait effectuer mentalement des calculs d'un niveau très avancé. Sa plus jeune sœur possède d'ailleurs le même talent, et elle fait aujourd'hui des études en mathématiques et en analyse de données. Il est désormais adulte, chimiste et ingénieur chimiste. Il a terminé ses études universitaires avec la note parfaite de 4.0. Dans chaque faculté qui propose un cursus accrédité en chimie, 3 prix sont décernés, un en chimie inorganique, un en chimie organique et un en chimie physique. Pendant ses années d'études, il a remporté les 3. Il retient absolument tout ce qu'il lit ou entend, même les détails les plus anecdotiques. La dernière fois que son QI a été évalué, il était de 164. Ces tests avaient lieu dans le cadre du suivi de son autisme. Grâce à son spécialiste, à son orthophoniste et à ses professeurs, la plupart des gens ignorent qu'il est atteint de troubles du spectre autistique. Pourtant, il a souffert de mutisme sélectif jusqu'à l'âge de 9 ans. Ses sœurs étaient parfois sorties de classe pour qu'il puisse leur chuchoter ce dont il avait besoin. Aujourd'hui, c'est l'un de ces hommes qui laisse derrière eux l'impression d'être la personne la plus intelligente que l'on ait jamais rencontrée. Mais il reste humble, toujours un peu timide et réservé. Il est d'une loyauté sans faille envers ses sœurs et profondément protecteur. C'est l'un des meilleurs hommes que je connaisse. Je suis incroyablement fier de l'homme qu'il est devenu. Oui, cela sonne comme une déclaration de mère, mais c'est la vérité. J'ai fréquenté des gens douteux, et parmi eux il y en a un qui m'a vraiment marqué. C'était un consommateur acharné, complètement pris dans ses dépendances, mais chez lui j'ai découvert quelque chose qui m'a laissé sans voix. Son appartement était rempli de composés chimiques, des substances qu'il n'aurait jamais dû avoir à portée de main. Quand je lui ai demandé d'où ça venait, il m'a dit qu'il les avait fabriqués lui-même. Comme je m'y connais en chimie, j'ai pris le temps de vérifier. Tout ce qu'il avait étiqueté correspondait exactement à la réalité. Il m'a expliqué son processus de fabrication, étape par étape, et tout concordait. C'était précis, cohérent et parfaitement logique, preuve qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Cette rencontre m'a fait comprendre quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai adopté une philosophie simple, ne jamais sous-estimer un toxicomane. J'ai vu des gens au plus bas de leur vie démontrer une intelligence et une compétence dans un domaine précis qui dépassait largement ce que j'aurais imaginé. J'étais gamin dans les années 80 quand le meilleur ami de mon père, qui travaillait avec lui, est passé et m'a surpris en train de bricoler mon Commodore 64. Je lui ai montré que j'essayais d'écrire un programme en BASIC pour tracer une ligne. J'étais tout excité par ces nouvelles choses, tellement loin de ce que la technologie est devenue depuis. Il s'est assis, a remonté un peu les calculs et en quelques lignes de code a programmé une fractale de Mandelbrot qui se développait et se chevauchait sur mon moniteur EGA 16 couleurs. C'était des années avant que je voie quelque chose de comparable avec l'écran de veille ligne de Windows. Je sais que les fractales sont assez directes pour ceux qui maîtrisent les maths, mais le fait de pouvoir s'asseoir comme ça et en quelques minutes produire ça m'a époustouflé, surtout qu'il l'ait fait juste pour un gamin. Ça m'a profondément inspiré. Il m'a aussi expliqué, de façon imagée, pourquoi selon lui nous n'avions pas encore trouvé de vie extraterrestre. Sa comparaison portait sur le facteur temps plutôt que l'espace, mettre une personne à New York et une autre en Floride et leur donner 5 minutes pour se retrouver afin d'illustrer la difficulté. Plus tard dans sa carrière, il a travaillé comme consultant pour Apple, faisant essentiellement ce qu'il aimait. Aujourd'hui il est retraité, porte les cheveux longs et joue de la basse et de la guitare dans des lounges la plupart des soirs. Un jour, j'ai vu mon cousin atteint de trisomie 21 se mettre à frapper des balles de golf au practice comme s'il avait été un joueur professionnel. Quand j'étais plus jeune, il venait parfois à mes compétitions, il adorait me regarder jouer et surtout profiter des balades en voiturette quand j'allais sur le parcours. De temps en temps, je l'emmenais avec moi au practice, parce qu'il aimait l'ambiance et la simplicité du moment. Un après-midi, il s'amusait avec l'un de mes wedges et je lui ai proposé de taper quelques balles. Je pensais qu'il allait à peine réussir à les envoyer,
mais à ma surprise il a commencé à enchaîner des coups d'une régularité incroyable. Évidemment, ce n'étaient pas des trajectoires de plusieurs centaines de mètres, puisque c'était un pitching wedge, mais chaque balle partait quasiment de la même manière. Il les envoyait à environ 80 mètres, toutes dans un rayon de 5 mètres, avec une constance qui m'a laissé bouche bée. Je connaissais quelqu'un qui paraissait très réservé lorsqu'il se trouvait avec des inconnus. Il ne donnait des informations que lorsqu'on les lui demandait, et encore, seulement la moitié. J'avais pris cela pour de la méfiance, jusqu'au moment où je me suis vraiment rapproché de lui. Ce qui a éveillé ma curiosité fut une remarque qu'il fit un jour. Il expliqua qu'il n'aimait pas une certaine femme, qu'elle était d'une intelligence effrayante mais qu'elle faisait semblant de ne pas l'être. Ce genre de comportement le mettait mal à l'aise. Il confia ensuite avoir lui-même été manipulateur lorsqu'il était plus jeune, avant d'ajouter qu'il n'était plus comme ça désormais. J'ai alors commencé à remarquer son attitude. Il observait constamment les gens, il les lisait. Il savait à qui l'on pouvait confier certaines choses et à qui il ne fallait jamais le faire. Il connaissait qui avait fréquenté qui, décryptait les manières de chacun. Il m'expliquait parfois ses analyses. Il disait qu'un certain homme avait sans doute eu une enfance marquée par des traumatismes, et que c'était pour cette raison qu'il faisait preuve de gentillesse à son égard. Il remarquait la façon dont cet homme riait faussement après avoir parlé, même lorsqu'il se contentait de répéter ce que quelqu'un venait de dire. Selon lui, c'était une manière de tenter de déclencher un rire collectif, faute de savoir comment provoquer une véritable réaction par l'humour ou le charisme. Il soulignait aussi l'usage de compliments inutiles, comme une tentative désespérée d'obtenir de l'approbation, un comportement fréquent chez les enfants issus de familles difficiles. Il en conclut que c'était pour cette raison que cet homme avait évoqué avec moi le système de placement familial, il en avait probablement fait partie. Et il avait vu juste. Ses observations ne s'arrêtaient pas là. Il m'expliqua par exemple que ma belle-mère devait sans doute vouloir diriger la famille à la place de mon père, parce que lui travaillait et elle non. Mon père n'avait pas envie de constamment recadrer enfants et petits-enfants, et elle, de son côté, cherchait un semblant de contrôle dans ce rôle domestique. Elle passait son temps à regarder les informations et à envoyer des messages, et c'était pour cela qu'elle se montrait si critique. C'était un pouvoir illusoire, mais c'était tout ce qu'elle avait. C'était la description la plus juste que j'avais jamais entendue de ma belle-mère, alors même qu'il ne l'avait jamais rencontrée et qu'il ne connaissait que quelques détails que je lui avais confiés. Il tenait ce genre de discours comme si c'était une évidence, parfois en buvant un verre, avec une désinvolture presque monotone. Cela m'a fait froid dans le dos de penser qu'il avait jadis utilisé ses capacités d'observation pour manipuler les autres. Peut-être que ce n'était pas effrayant au sens habituel, mais ça m'a littéralement retourné le cerveau et convaincu que Mike était un cyborg. J'étais déployé en Afghanistan et je me retrouvais à travailler sur du renseignement alors que je n'avais jamais été formé ni affecté à ce domaine, j'étais soldat d'infanterie, et pour autant j'étais le sous-officier responsable, chargé de coordonner les tâches avec l'officier en charge, Mike. Il possédait une capacité étrange à se souvenir de rapports de renseignement obscurs et anciens, et lorsque nous recevions un compte-rendu urgent annonçant par exemple l'arrivage d'armes et de munitions dans notre secteur, il faisait immédiatement le lien avec des rapports vieux de plusieurs mois qui, à première vue, n'avaient rien à voir. Une fois, après une alerte reçue tard dans la nuit, il avait rassemblé en quelques minutes une chaîne de documents oubliés, identifié une route d'acheminement probable et proposé un point d'interception précis. Ce qui nous a permis d'organiser une surveillance discrète et d'intercepter le convoi avant qu'il ne franchisse notre périmètre. Ces réussites se sont répétées, sa perspicacité a permis d'empêcher des attaques et de sécuriser des secteurs entiers, et je peux dire sans exagération que son talent a contribué de façon décisive à ramener chaque homme et chaque femme de notre unité sains et saufs. Je me souviens des nuits de briefing où il déroulait des connexions que personne d'autre ne voyait. Même si j'avais souvent l'impression d'être un gamin qui essayait de suivre des adultes à leur table, j'ai été honoré de faire partie de cette équipe et profondément reconnaissant d'avoir servi aux côtés de quelqu'un dont l'esprit a fait la différence entre le danger et la vie.
J'ai dû apprendre l'allemand de niveau universitaire pendant mon service militaire, dans le cadre d'une formation intensive de 9 mois. Nous avions commencé à 15, mais seuls 6 d'entre nous sont arrivés au bout. C'était extrêmement difficile, et je ne suis passé qu'à un cheveu de l'échec. Le meilleur de ma promotion était un Américain tout à fait ordinaire, originaire de l'Indiana. Pourtant, il avait déjà obtenu les meilleurs résultats possibles en espagnol et en portugais en seulement quelques semaines. Non seulement il maîtrisait ces langues avec une fluidité totale, mais il passait sans effort d'un dialecte à l'autre, du parler de la République dominicaine à celui de l'Espagne, ou encore du Brésil au Portugal. Son parcours était particulier. Comme les écoles de langue avaient une durée fixe avec des dates de session déjà planifiées parfois très éloignées, l'Institut de langue de la Défense lui proposait continuellement de nouveaux apprentissages. Il avait vite compris le système et en avait profité pour ralentir volontairement son rythme en classe. Pourtant, à mi-parcours de l'allemand, il remit aux enseignants un roman de science-fiction qu'il avait écrit, entièrement en allemand. Ensuite, on l'envoya étudier l'arabe, puis le farsi, chacun de ces cursus représentant normalement 1 an et demi d'études à temps plein. Ainsi, durant les 9 mois où je me suis acharné à lire, écrire et parler l'allemand, une langue déjà réputée pour son taux d'échec élevé, lui avait fait la même chose avec l'espagnol, le portugais, l'allemand, l'arabe et le farsi. Il avait intégré les dialectes, les accents, rédigé plusieurs livres. Avant d'arriver, il disait simplement avoir quelques notions d'espagnol acquises en travaillant sur des chantiers après le lycée, et qu'il aimait l'idée de devenir linguiste. Il n'avait jamais vraiment tenté d'apprendre une langue auparavant. En dehors de ce talent exceptionnel, il semblait incroyablement normal. Personne ne savait qu'il écrivait des livres alors que nous croulions déjà sous 4 heures de devoirs chaque soir. C'était tout bonnement insensé. Quand j'étais à l'école, il y avait un garçon que tout le monde considérait comme un génie. Il était très réservé, toujours dans son coin, mais sa capacité à résoudre des problèmes complexes le rendait incontournable. Petit à petit, sans chercher à se mettre en avant, il est devenu une sorte de leader silencieux dans notre classe. Les professeurs eux-mêmes n'étaient pas à l'abri, ils les reprenaient souvent quand ils remarquaient une erreur, toujours avec calme et sans arrogance. Ses cahiers étaient d'une clarté impressionnante, parfaitement organisés et faciles à suivre. Il les faisait photocopier pour les distribuer à toute la classe, ce qui nous aidait tous à mieux comprendre les leçons. Pour les examens, il ne se contentait pas de réviser, il refaisait les sujets en imaginant plusieurs variations possibles, les corrigeait lui-même, puis partageait le tout pour que chacun puisse s'en inspirer. Certains allaient même jusqu'à lui demander de faire leur projet final, ce qu'il acceptait contre un peu d'argent, tout en réussissant le sien à la perfection. Grâce à lui, beaucoup d'entre nous ont pu passer les matières les plus difficiles sans perdre pied. Chaque semestre, il terminait avec des notes quasiment parfaites, mais jamais il ne se vantait, jamais il ne cherchait à écraser les autres. Sa discrétion et son humilité forçaient le respect, et nous avions tous le sentiment de lui devoir une partie de nos réussites. J'ai travaillé un temps avec quelqu'un quand j'étais dans la police. Il avait rejoint mon équipe pour acquérir de l'expérience de terrain en vue d'une promotion. Avant cela, il avait fait partie d'une unité d'enquête particulièrement discrète. Je vais l'appeler Dave. Nous étions envoyés dans un secteur marqué par de fortes violences entre gangs, afin d'appliquer une section 60 qui permettait des contrôles pour rechercher des armes, après un meurtre particulièrement brutal dans le quartier. Nous avons arrêté 2 hommes sur le trottoir. Très vite, il était évident qu'ils n'avaient strictement rien à voir avec cette affaire. Nous avons discuté quelques instants, puis je pensais que l'histoire s'arrêtait là. Dave, toujours très courtois et amical, observa l'un des 2 hommes et exprima l'impression de le connaître. L'homme assura que ce n'était pas possible. Il expliqua n'avoir jamais eu affaire à la police, n'avoir jamais été arrêté et n'être mêlé à aucun problème. Il devait avoir la trentaine. Dave insista pourtant. Il voulait le regarder de plus près. L'homme resta de bonne humeur, même si je commençais à me sentir franchement mal à l'aise. Il répéta qu'il n'avait jamais eu de démêlé. Dave l'étudia un instant, puis affirma le croire.
Il ajouta cependant que son père, lui, avait eu quelques soucis. Il donna alors au trentenaire son nom complet, sa date de naissance, son ancienne adresse, le nom de sa mère, sa date de naissance à elle, et enfin les détails concernant son père. Dave se souvenait d'un épisode vieux de 22 ans, quand il s'était rendu chez cet homme alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Ses parents s'étaient disputés, son père, ivre, avait été arrêté pour une infraction mineure liée à un trouble à l'ordre public. Ce dernier n'était pas un criminel habituel, seulement un homme en difficulté ce soir-là. Dave avait non seulement reconnu le fils, mais il avait su le vieillir mentalement et se rappeler chaque détail d'un incident mineur survenu plus de 20 ans auparavant. Rien d'étonnant à ce qu'il ait ensuite intégré des unités d'enquête de haut niveau. C'était un génie. La famille de mon beau-frère est assez incroyable. Ses parents ont chacun un doctorat, son frère aîné est médecin, son autre frère a obtenu son diplôme en physique, et la plus jeune, encore à l'université, suit la même voie et finira sûrement par décrocher le sien. Ce qui surprend le plus, ce n'est pas seulement leur niveau d'études, c'est la manière dont ils ont grandi. Ils ont passé leur enfance dans une cabane au fond des bois, dans une zone rurale de l'État de Washington. Pas de télévision, pas d'internet, rien de ce qui occupe habituellement les journées d'un adolescent. Ils n'ont eu accès à ces choses que très tard, quand mon beau-frère était déjà au lycée. En attendant, leur quotidien, c'était les livres, le travail en famille, l'apprentissage par eux-mêmes. Jusqu'à son entrée à l'université, ils fabriquaient encore leurs vêtements à partir de tissus recyclés, une habitude qui semblait sortie d'un autre temps. Le plus surprenant, c'est que malgré cette éducation atypique, loin des distractions modernes, ils sont tous incroyablement équilibrés et ouverts. Ils n'ont rien de marginal ni de fermé, au contraire, ce sont des personnes chaleureuses, curieuses et brillantes. On pourrait croire que ce genre d'enfance isolée aurait laissé des traces, mais c'est comme si ça les avait au contraire forgés et rendus plus solides. Je travaille dans un restaurant, et mon patron possède une connaissance presque encyclopédique de tout et n'importe quoi. À première vue, on ne s'en rend pas compte, il est grand, bruyant, doté d'un humour parfois lourd, exactement ce qu'on attend d'un homme ayant passé toute sa vie dans la restauration. Mais il suffit de passer quelques heures à ses côtés pour qu'il se mette à parler d'un sujet qui le passionne cette semaine-là, et soudain on réalise qu'il en sait infiniment plus que la plupart des gens. Il retient absolument tout ce qu'il lit, et c'est ce qu'il fait pendant la basse saison. Son père m'a raconté qu'il avait une sorte de mémoire photographique. Enfant, il décrivait les pages des livres en détail, l'endroit précis où se trouvait un cheveu tombé, le coin de page plié, l'image d'une femme au grand nez, et il ne comprenait pas pourquoi personne d'autre n'était capable de visualiser la même chose. J'ai moi-même vu son étonnante mémoire en action. Il lui suffisait de jeter un coup d'œil distrait à une facture de livraison pour ensuite en réciter chaque ligne dans l'ordre, tout en rangeant les marchandises. Un autre jour, il plaisantait à haute voix sur les mérites comparés de certaines anatomies masculines, et 10 minutes plus tard, il déclamait sans note l'intégralité de la Déclaration des droits américaine, mot pour mot. C'est l'exemple parfait d'un esprit trop intelligent pour l'école. Il savait lire à 2 ans et, à son entrée en classe, son niveau dépassait tellement les attentes qu'il refusait de faire les exercices, persuadé que cela n'avait aucun sens que ce qu'il connaissait déjà les réponses. Ses professeurs doutaient de lui, et cette incompréhension a marqué presque toute sa scolarité. Il réussissait brillamment les examens sans réviser, mais échouait aux cours faute d'assiduité et de devoirs rendus. Il préférait boire, faire la fête, et n'apprenait que lorsqu'il en avait envie, sur des sujets qui l'attiraient vraiment. Il m'a un jour raconté qu'il fumait de l'herbe sur un parking avec des amis quand il se rappela qu'il devait passer le SAT ce jour-là. Son frère le déposa à l'examen alors qu'il était encore sous l'effet de la drogue. À mi-parcours, il reprit un peu ses esprits, relut son travail et conclut que cela devait suffire. Et en effet, il réussit haut la main. Par la suite, il quitta le lycée pour travailler au restaurant familial. Mais, malgré ce parcours atypique, il sait encore aujourd'hui plus de choses que je n'en retiendrai jamais. Mon cousin est une sorte de génie,
mais du genre qui n'a aucune idée de la façon dont il faut interagir avec les autres. Pendant un dîner de famille, les enfants avaient leur propre table et on parlait de tout ce qui nous intéressait à cet âge-là, des jeux, des séries, des histoires d'école, un peu de sport, et on se taquinait comme d'habitude. À un moment, quelqu'un a proposé qu'on montre chacun notre vidéo préférée trouvée sur Internet, alors tout le monde sortait des petites vidéos drôles, des vines, des réels, des trucs courts qui faisaient rire. Quand ce fut son tour, il a pris son téléphone et a lancé une vidéo d'1 heure montrant une opération chirurgicale au cerveau. On était en train de manger du curry d'agneau, et au bout de quelques minutes certains enfants ont commencé à avoir des hauts le cœur, d'autres se sont mis à pleurer. Il a arrêté la vidéo, mais au lieu de changer de sujet, il a commencé à réciter toute la procédure de mémoire, expliquant ce qui n'allait pas dans la technique utilisée et ce qu'il aurait fallu faire à la place. Et il avait 11 ans. Quand les parents sont venus voir ce qui se passait, ils sont restés figés, incapables de l'interrompre tant ce qu'il disait était précis et troublant. Plus tard, un de mes oncles, qui était chirurgien, a confirmé que tout ce que mon cousin avait décrit était correct sur le plan technique, mais que certaines de ses remarques concernaient des méthodes encore en phase de recherche, pas encore utilisées en pratique. Personne ne sait où il a appris tout ça ni comment il pouvait le répéter avec autant de détails. Ce n'était pas vraiment effrayant, plutôt impressionnant. Mon père est médecin, aujourd'hui à la retraite, ancien allergologue et pédiatre. Lorsque mon premier enfant est né, il devenait bleu en pleurant et les médecins ne comprenaient pas pourquoi. On l'a donc transféré dans un autre hôpital doté d'une unité néonatale de pointe. Là, un spécialiste a posé le diagnostic, polyglobulie, autrement dit trop de globules rouges dans le sang. Le traitement consistait en une transfusion partielle, ce qui signifiait retirer une petite quantité de sang et la remplacer par du sérum physiologique afin de fluidifier le tout. Le médecin responsable expliqua la procédure à mon père, qui s'était présenté comme pédiatre et grand-père, précisant la quantité de sang à retirer. À ce moment-là, mon père se mit à calculer à voix basse. Il demanda combien pesait le bébé, évalua la quantité totale de sang, reprit les résultats donnés, fit des pourcentages, compara les chiffres et en conclut qu'il faudrait retirer environ 6 ml de sang. Comme le médecin avait annoncé 4, il trouva cela judicieux, mieux valait rester prudent et ajuster ensuite. J'étais admiratif. Il venait de vérifier mentalement, en quelques secondes, la pertinence d'une décision médicale vitale. Finalement, une deuxième transfusion fut nécessaire, mais tout s'est arrangé après cela. Mon père a toujours eu cette capacité étrange de sortir des connaissances ésotériques et complètement inattendues, des choses tellement particulières qu'on en vient à se demander non seulement comment il les a apprises, mais aussi pourquoi il les a retenues. Un jour, alors que nous discutions tranquillement d'un ancien travail qu'il avait eu avant ma naissance, il s'est mis à en parler avec une précision impressionnante, en détaillant des éléments si techniques que j'en suis resté bouche bée. Il parlait comme si tout cela lui était familier, comme si c'était un domaine qu'il connaissait depuis toujours. Ce qui me marque le plus, ce n'est pas seulement la précision de ses propos, mais la façon dont il aborde ces sujets étranges avec un ton complètement naturel, comme si c'était une conversation ordinaire. Autour de lui, les gens oscillent souvent entre fascination et malaise, parce que ses connaissances ne ressemblent pas à celles qu'on croise d'habitude. Il peut passer d'anecdotes historiques obscures à des détails scientifiques extrêmement précis, en donnant toujours l'impression d'avoir une encyclopédie vivante dans sa tête. Avec le temps, j'ai compris que cette accumulation de savoirs étranges était une sorte de marque de fabrique chez lui. À 12 ans, mes parents se disputaient souvent et nous manquions cruellement d'argent parmi d'autres problèmes. Pour tenir, je montais sur mon vélo et je longeais la rue en murmurant mes frustrations pendant 1 heure chaque jour. Le côté négatif était que tout le monde devait me prendre pour un fou, le côté positif était que j'étais en excellente forme. Un après-midi, alors que je faisais ma promenade habituelle, j'aperçus un vieil homme qui murmurait lui aussi près de sa boîte aux lettres. Il prit soin d'établir un contact visuel avec moi et fit en sorte que son chuchotement soit remarqué, tout cela de façon très délibérée.
Je crus d'abord qu'il se moquait de moi et je m'arrêtai pour aller lui parler. À l'époque, personne ne me prêtait beaucoup d'attention, qu'elle soit bonne ou mauvaise. L'homme chercha à savoir pourquoi j'accomplissais ce rituel quotidien. Je répondis de manière vague en évoquant des problèmes à la maison. Puis il posa une série de questions apparemment banales, où j'aimerais vivre plus tard, si j'avais des frères et sœurs, et d'autres choses similaires, et, à partir de ces quelques éléments, il parvint immédiatement à se faire une idée précise de qui j'étais. Il en conclut même que j'étais homosexuel, une chose que personne d'autre ne savait. Au terme de cet échange, il me donna un conseil empreint de sagesse et me recommanda de trouver une activité créative. Aujourd'hui, je vis de mon art, et cet encouragement a joué un rôle important. La partie la plus étrange de l'histoire est que je ne l'ai jamais revu. Lorsque j'ai décrit l'homme aux habitants de la maison, personne ne l'a reconnu. Magnus Carlsen et les autres grands maîtres des échecs possèdent une mémoire qui paraît presque inhumaine. Ils sont capables de se souvenir des parties jouées il y a des décennies, jusque dans les moindres détails, comme si elles venaient tout juste de se terminer. Certains peuvent réciter coup par coup des affrontements datant des années 50, en expliquant pourquoi tel joueur avait choisi une ouverture particulière et quelles auraient pu être les alternatives. Ce n'est pas seulement de la mémoire brute, c'est une compréhension profonde qui leur permet de visualiser l'échiquier dans leur esprit, de suivre les pièces mentalement et de voir plusieurs variantes possibles en même temps. Lorsqu'ils rejouent une partie historique, ils ne se contentent pas de répéter les mouvements, ils revivent la logique qui les sous-tendait, et c'est ce qui les rend capables d'expliquer la stratégie derrière chaque décision. Ce don, qui semble incroyable pour le commun des mortels, est en réalité le fruit de milliers d'heures d'études, de pratiques et d'une passion dévorante pour le jeu. Mais même en sachant cela, voir Magnus Carlsen ou un autre grand maître rejouer sans hésitation des parties vieilles de 70 ans reste quelque chose d'impressionnant, presque surnaturel. On a l'impression d'assister à un mélange d'intelligence, de mémoire et d'intuition qui dépasse la simple notion de talent et qui transforme les échecs en un art vivant. L'un de mes premiers vrais emplois consistait à traiter des données. Le fonctionnement était simple, on prenait un paquet de documents sur une étagère, on l'amenait à son bureau et on transcrivait certains détails dans l'ordinateur. La rémunération de base n'était pas élevée, mais un bonus venait s'ajouter en fonction du nombre de documents traités. Le problème, c'est que tous les paquets n'étaient pas égaux. Certains provenaient presque entièrement de l'ordinateur, clairs, faciles à lire, souvent remplis d'informations répétitives. Avec cela, il était facile de gonfler ces chiffres. D'autres, en revanche, étaient un cauchemar, manuscrits, sales, collés les uns aux autres. Tomber trop souvent sur ces paquets risquait de faire chuter les performances et même de mener au licenciement. Pour empêcher quiconque de tricher en choisissant les paquets faciles, une règle stricte imposait de toujours prendre le premier paquet à gauche de l'étagère. Les étagères étaient placées bien en vue de toute l'équipe, afin que chacun constate que les choses se déroulaient de façon équitable. Si quelqu'un était surpris à sélectionner les paquets les plus simples, l'équipe entière le considérait comme un voleur. Pendant tout le temps que j'ai occupé ce poste, j'ai peiné à atteindre mes objectifs. Certains jours, je réussissais de justesse en sacrifiant ma pause déjeuner pour rattraper le retard. D'autres jours, j'arrivais au bureau persuadé que j'allais être licencié pour mes mauvais résultats. À l'opposé, une collègue appelée Sarah brillait sans effort apparent. Elle figurait chaque jour en tête du classement et accumulait les primes. Le fait que nous ayons commencé le même jour rendait ma situation encore plus amère. Ce qui rendait tout cela surréaliste, c'était que Sarah venait d'une famille immensément riche. Elle vivait dans un domaine familial et avait un accord avec ses parents. Chaque année, à l'occasion de son anniversaire, il lui offrait une propriété destinée à la location. Au moment où je la côtoyais, elle possédait déjà environ 6 biens qui lui rapportaient un revenu régulier. Tout ce qu'elle gagnait dans ce travail normal servait uniquement à agrandir son portefeuille immobilier. Ses parents couvraient ses dépenses quotidiennes, et elle vivait toujours chez eux. Il m'était insupportable de voir quelqu'un qui n'avait aucun besoin financier, déjà propriétaire de plusieurs logements, occuper un emploi de ce genre et, pire encore, l'exercer bien mieux que moi.
J'avais de l'expérience en saisie et en traitement de données, mais pour elle c'était un premier poste, et elle gagnait largement plus que la plupart de l'équipe. Sarah donnait l'impression d'être une fille très protégée. Discrète, sans opinion marquée, sans loisirs ou anecdotes personnelles à partager. Elle n'apparaissait pas particulièrement intelligente, presque vide d'esprit. Je me demandais parfois si sa réussite et celle de sa famille venaient simplement d'une supériorité génétique. Ou peut-être que l'absence de soucis concrets dans sa vie, comme payer des factures, lui offrait une liberté mentale qui lui permettait de se consacrer entièrement à son travail. Elle finit par prendre sa retraite, à 30 ans, vivant depuis lors de ses revenus locatifs. Ce n'est que quelques années après son départ que j'ai découvert, par un ami commun, la vérité. Les règles imposaient de prendre le premier paquet sur l'étagère, sous le regard vigilant de toute l'équipe. Mais Sarah arrivait au bureau un quart d'heure avant tout le monde et réorganisait les paquets selon ses besoins. Si elle prévoyait de devoir en prendre un nouveau dans la journée, elle plaçait les bons paquets en tête de file. Si elle travaillait déjà sur un paquet qui l'occuperait longtemps, elle mettait tous les mauvais paquets devant pour forcer l'équipe à les traiter. Ainsi, elle s'assurait toujours d'avoir les tâches les plus faciles. Elle avait mis ce système en place dès ses premiers jours. Elle l'avait appliqué pendant 6 ans sans jamais se faire prendre. Pendant tout ce temps, le reste de l'équipe, moi inclus, travaillait davantage et gagnait moins pour qu'elle encaisse des primes dont elle n'avait même pas besoin. Un jour, je jouais avec mes neveux dans le sous-sol. Comme souvent avec les enfants, 2 d'entre eux ont commencé à se disputer un jouet et j'ai dû intervenir pour les séparer. Tout semblait redevenu calme, mais quelques minutes plus tard, le plus jeune, qui n'avait que 4 ans, s'est adossé au mur près de l'interrupteur. Sans que personne ne s'en doute, il a éteint la lumière, s'est précipité dans l'obscurité sur son frère de 7 ans, lui a donné un coup de poing en plein visage, puis est retourné rallumer la lumière comme si de rien n'était. Je l'ai immédiatement grondé en lui disant « Tu as frappé ton frère ». Et sa réponse m'a glacé d'étonnement autant que d'amusement. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Mais non, il faisait noir, tu ne m'as pas vu ». À 4 ans, il avait planifié son coup, exécuté son idée, puis tenté de se couvrir avec un raisonnement parfaitement logique pour son âge. En le regardant, je n'ai pas seulement vu un enfant turbulent, j'ai compris à quel point il pouvait être rusé et calculateur, tout en restant incroyablement charmant quand il voulait l'être. C'était drôle sur le moment, mais je dois avouer que ça m'a aussi un peu inquiété de voir déjà chez lui une telle capacité à préméditer ses actions et à manipuler les situations à son avantage. J'avais l'habitude de faire des courses d'accélération. L'un de mes camarades de piste était ingénieur en mécanique. Un jour, nous étions installés côte à côte avec nos voitures et nous parlions de rapports de transmission et autres détails techniques. À ce moment-là, ma voiture roulait avec des pneus arrière de 36 pouces de haut et franchissait la ligne d'arrivée du 8e de mile à environ 6200 tours par minute, pour une vitesse de 148 miles à l'heure. Le moteur atteignait sa puissance maximale à 7100 tours. L'idée, bien sûr, était de faire en sorte que la voiture atteigne cette zone de régime plus rapidement et plus longtemps, ce qui lui permettrait d'être plus performante en vitesse de pointe, tout en ayant une meilleure accélération grâce à un rapport plus court. Alors que je réfléchissais à tout cela, je me demandais combien de fois les pneus tournaient durant un passage complet du 8e de mile. 10 secondes plus tard, mon ami annonça calmement qu'il s'agissait de 70 tours et un quart. Je restai stupéfait et partis chercher ma calculatrice dans la remorque. Après vérification, je fis le calcul, un pneu de 36 pouces avance de 113,04 pouces par rotation, 36 multiplié par 3,14. Cela équivaut à 9,42 pieds, 113,04 divisé par 12. En divisant la longueur de la piste par cette distance, 660 divisé par 9,42, on obtenait 70,06. Il ne s'agissait pas de mathématiques complexes, mais le fait qu'il ait sorti ce résultat de tête en moins de 10 secondes m'avait laissé sans voix. Aujourd'hui, il existe des applications pour faire ce genre de calcul, mais assister à ce petit exploit mental avait été impressionnant.
Quand je préparais mon master en mathématiques, mes amis et moi avons passé toute une journée à nous casser la tête sur un problème. Nous n'étions pas des étudiants moyens, on se situait plutôt dans le haut du classement de nos cours, mais cette fois-là, rien à faire, on bloquait complètement. À force d'essayer en vain, j'ai fini par demander de l'aide à un ami qui avait un doctorat en mathématiques. Il n'avait jamais suivi ce cours précis et ne connaissait donc pas les théorèmes que nous utilisions. Je lui ai simplement indiqué la page du livre où se trouvait l'énoncé. Il a pris 10 minutes pour parcourir le chapitre, puis, avec une aisance déconcertante, il a trouvé la solution et nous l'a expliqué comme si c'était évident. En le regardant, j'ai compris une chose essentielle, la différence entre ceux qui sont très bons et ceux qui sont au sommet est immense. Le top 99,99% est à des années-lumière du top 99%. Cette idée ne s'applique pas qu'aux mathématiques. Dans les jeux vidéo, par exemple, le chemin qui mène d'un niveau modeste à grand maître paraît énorme, mais la distance entre un joueur grand maître ordinaire et un très haut grand maître est encore plus grande, invisible pour le spectateur moyen mais évidente pour ceux qui s'y connaissent. Quand on atteint un certain niveau, on commence à voir avec clarté où l'on se situe vraiment, et c'est là qu'on mesure l'abîme qui sépare les meilleurs des véritables génies. Dans la vie réelle, c'est sans hésiter ma sœur, et c'est une histoire qui ne s'arrête jamais. La voir vivre son quotidien, c'est comme regarder en boucle la scène de Matrix où le personnage de Carrie-Anne Moss télécharge d'un coup les connaissances nécessaires pour piloter un hélicoptère. Quand le lave-vaisselle tombe en panne, elle regarde une vidéo sur YouTube pendant 10 minutes et comprend déjà le quoi, le comment et le pourquoi. Si les pièces sont disponibles en magasin, l'appareil est réparé en une demi-heure. Quand une voiture émet un bruit étrange, il suffit d'un appel en visio. Capot ouvert, moteur allumé, et elle identifie immédiatement l'origine du problème, tout en donnant 3 devis locaux parmi lesquels choisir. Quand un site d'actualité mentionne en passant une découverte archéologique, elle a déjà lu l'article scientifique qui en parle et explique en quoi cela confirme les travaux d'un chercheur chilien des années 1980. D'où lui vient soudainement tout ce savoir sur les fossiles, nul ne saurait le dire. Lorsqu'elle tombe sur une recette incroyablement compliquée, d'origine thaïlandaise par exemple, elle la lit 2 fois à peine puis en prépare une version digne d'un restaurant. Elle se souvient des anniversaires les plus improbables, comme celui du petit ami de la sœur d'un collègue, et se rappelle que ce garçon adore les vermicelles de chocolat mais déteste ceux de couleur. Elle réussit à apprivoiser un chien errant en quelques instants, à le convaincre de prendre un bain et à diagnostiquer ce qui cloche à sa patte arrière en le regardant marcher de loin. Lorsqu'on lui demande si elle connaît quelque chose au soudage, à la conservation des vieilles robes retrouvées dans le grenier de l'arrière-grand-mère, ou aux insectes étranges qui attaquent des plants de tomates, la réponse est toujours oui. Ses supérieurs aimeraient la voir gravir les échelons, mais elle refuse, préférant consacrer son temps à faire des confitures. Pourtant, ce sont toujours eux qui viennent la consulter dès qu'une question ou un problème se présente, et ils écoutent dès la première explication. Son mari affirme même l'avoir vu demander à un directeur général quelle dose d'idiotie il avait avalé au petit déjeuner, et l'avoir entendu s'excuser aussitôt. Elle soutient qu'elle n'est pas si intelligente, qu'elle a seulement une bonne mémoire. Mais à mes yeux, c'est bien plus que ça. Avoir une sœur pareille est incroyablement pratique, mais si jamais elle décidait de conquérir le monde, nous serions tous perdus. Un jour, un ami m'a montré un carnet qu'il avait transformé en véritable guide pour gérer sa relation avec sa petite amie. À l'intérieur, il avait consigné avec une précision presque scientifique toutes ses observations sur elle, ses goûts et ses dégoûts, les cadeaux qu'il lui avait déjà offerts et la manière dont elle avait réagi, les mots exacts qui la faisaient sourire, ceux qui la calmaient lorsqu'elle se mettait en colère, ainsi que les gestes qui déclenchaient certaines réponses de sa part. Il avait même établi des scénarios détaillés, comme une sorte de mode d'emploi, où chaque situation possible trouvait sa solution par une action qu'il savait devoir entreprendre. Par exemple, si elle se sentait négligée ou peu aimée, il avait prévu des stratégies bien précises pour rétablir l'équilibre, afin qu'elle retrouve son calme et qu'il puisse reprendre ses activités comme si de rien n'était. Dans ses notes, on trouvait des schémas presque mathématiques, des équations du genre « si X se produit, alors Y réagira probablement ainsi, sauf si P entre en jeu ».
Ce qui rendait tout cela étrange, c'était l'ambiguïté de sa démarche. D'un côté, il y avait dans ce travail une forme d'attention méticuleuse qui pouvait presque passer pour de la tendresse, comme s'il faisait tout pour ne jamais la blesser. Mais de l'autre côté, la froideur avec laquelle il transformait ses sentiments en données à analyser donnait l'impression d'une manipulation calculée, comme si chaque geste d'affection n'était qu'une stratégie destinée à la maintenir tranquille. Et ce contraste laissait planer un malaise, une hésitation constante entre une douceur maladroite et une volonté de contrôle soigneusement dissimulée. J'avais un gars au lycée qui était incroyablement intelligent. Il résolvait sans peine des mathématiques avancées, alors que pour ma part je devais m'entraîner pour obtenir un résultat similaire. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était que tout semblait venir naturellement pour lui, sans effort apparent. En dehors des cours, il savait se montrer charmant et convaincant. Mais derrière ce masque se jouaient des jeux de manipulation qui provoquaient constamment des conflits et désagréments parmi les élèves. Sa manière d'agir alimentait les ragots. Elle créait des drames dont personne n'arrivait à prédire l'issue. Même les professeurs avaient du mal à démêler la réalité des mises en scène. Cela m'a toujours rendu méfiant à son égard. Son père donnait l'impression d'encourager certains comportements problématiques. Leur relation renforçait chez lui une propension à tester les limites, à chercher l'attention par des moyens contraires à l'intérêt des autres. Avec le temps, j'ai fini par penser qu'il était la personne la plus proche d'un psychopathe que j'ai rencontré. Non pas parce que je voulais étiqueter quelqu'un médicalement, mais parce que sa froideur et son indifférence à la souffrance qu'il causait ressemblaient à ce qu'on imagine de ses profils. La dernière rumeur que j'ai entendue disait qu'on l'appelait « le tueur de vierges ». Un surnom grotesque et effrayant. Il m'a glacé le sang en me rappelant que certains hommes de 25 ans peuvent encore incarner des comportements vraiment inquiétants. Même aujourd'hui, j'ai du mal à oublier la combinaison de son cerveau brillant et de son manque apparent d'empathie. Je me demande souvent comment des personnes si intelligentes peuvent devenir si dangereuses pour leur entourage. Quand j'étais en faculté de médecine, j'avais un camarade que je connaissais de loin et qui intriguait tout le monde parce qu'il ne mettait pratiquement jamais les pieds à l'université. Il séchait systématiquement les cours magistraux, envoyait des excuses pour les travaux pratiques et les séances de tutorat, au point que certains se demandaient même pourquoi il était inscrit. Pourtant, la veille des examens de deuxième année, il est passé chez moi et m'a confié qu'il avait passé la semaine entière à regarder toutes les conférences enregistrées, mais en accéléré, 2 fois plus vite que la normale, comme s'il absorbait la matière à la vitesse de l'éclair. Le plus incroyable, c'est qu'au moment des résultats, il s'est classé parmi les 10 meilleurs sur une promotion de 300 étudiants. Et ce n'était pas seulement qu'il avait mémorisé chaque détail, il avait une compréhension pratique, transversale et adaptable des connaissances, une maîtrise qui dépassait largement celle de la majorité de ceux qui assistaient assidûment aux cours. En cas de mise en situation, il savait relier les informations, faire des liens logiques et tirer des conclusions pertinentes sans effort apparent. Un homme pareil, appliqué et discipliné, aurait probablement surpassé tout le monde, comme une force irrésistible de travail et d'intelligence combinée. Mais lui, ça ne l'intéressait pas. Je ne dirais pas que c'était inquiétant. Mais mon ami Bruce, qui n'est plus parmi nous, avait cette capacité étrange, à prendre n'importe quoi sur un simple coup de tête. Que ce soit des langues, de l'histoire, de la technologie ou n'importe quel autre domaine. Pendant 21 ans, il avait organisé des conventions de science-fiction. Puis un jour, il a décidé d'arrêter. Il a simplement dit qu'il allait devenir CCIE, parce qu'il avait entendu dire que cela rapportait beaucoup d'argent. Normalement, cette certification est extrêmement difficile à obtenir. Il faut souvent des années d'études, des milliers de dollars de formation, de stages et d'examens blancs. Ensuite, il faut se déplacer à l'étranger pour passer l'épreuve. Lui, il s'est procuré quelques livres d'occasion. En 6 à 8 mois, il est passé de CCNA à CCNP, puis à CCSI. Pourtant, il ne connaissait absolument rien au réseau Cisco, ni même à l'informatique moderne au départ. En moins d'1 an, il est devenu instructeur certifié.
Peu après, il s'est attaqué au CCIE. Comme beaucoup, il a échoué une première fois. Mais il a réussi au deuxième essai, atteignant ce niveau en seulement 18 mois après être parti de zéro. Très vite, des entreprises lui ont offert des sommes considérables. Certaines allaient jusqu'à le payer simplement pour pouvoir inscrire son nom sur leurs documents officiels, tant sa réputation inspirait confiance et prestige. Toute sa vie ressemblait à cela. Il choisissait un objectif presque au hasard. Il s'y consacrait entièrement. Il absorbait les connaissances comme une éponge. Et il finissait par l'atteindre bien plus vite que n'importe qui. Ceux qui l'entouraient étaient fascinés. Parfois déconcertés. Mais toujours admiratifs devant cette capacité hors norme, qui faisait de son parcours une suite d'histoires incroyables que peu d'hommes pouvaient raconter. J'ai connu une femme qui avait passé pratiquement toute sa vie derrière le comptoir d'une pharmacie, à compter des pilules, jour après jour, sans jamais se lasser de ce travail minutieux. Avec les années, elle avait développé une précision et un instinct presque impossibles à croire. Un jour, je l'ai vue prendre en main un flacon d'ibuprofène censé contenir 100 comprimés. Elle l'a observé quelques secondes, l'a légèrement secoué et a dit que quelque chose n'allait pas, que le nombre n'était pas exact. Intrigué, je l'ai regardé recompter tranquillement les pilules une par une. À la fin, il y en avait 99, une seule de moins que prévu. J'étais complètement stupéfait, incapable de comprendre comment elle avait pu le deviner sans même ouvrir la boîte au départ. Ce genre de moment m'a fait réaliser que l'habitude peut aiguiser les sens d'une manière que l'on n'imagine pas. Pour elle, le poids du flacon, le bruit que faisaient les comprimés en s'entrechoquant, la façon dont l'espace intérieur semblait rempli ou non, tout cela formait un langage silencieux qu'elle avait appris à lire après des décennies de pratique. Là où moi je ne voyais qu'un simple récipient rempli de pilules identiques, elle voyait un monde de détails invisibles aux autres. Ce dont ne l'impressionnait même plus, elle haussait les épaules en souriant et reprenait son travail comme si de rien n'était, mais moi je suis resté marqué par cette scène. Mon ex a pris le contrôle à distance des ordinateurs de cette personne qui utilisait le même réseau Wi-Fi, et a su effacer les traces pour faire croire que les images illégales qu'il consultait n'avaient jamais été sur son appareil. Nous vivions dans un duplex en profitant du Wi-Fi des propriétaires, ce n'est que des années plus tard que j'ai compris l'étendue de ce qu'il avait fait. Quelque temps auparavant je rentrais chez nous et je l'ai trouvé en train d'accéder au compte d'un voisin depuis son propre ordinateur. J'ai vu une cartographie du réseau affichant tous les ordinateurs des 2 logements et je l'ai confronté. Il m'a retourné la situation en me faisant douter de ce que j'avais vu. Plus tard, je suis tombé sur un fichier animé trouvé sur une tablette partagée et j'ai immédiatement reconnu que la vidéo avait été tournée dans notre salle de bain. J'ai compris avec horreur qu'elle montrait ma nièce qui était mineure à l'époque. J'ai appelé la police sur le champ et il n'est jamais revenu à la maison après cela, il est aujourd'hui en prison. La nuit où la police a commencé à enquêter, il dormait chez ses parents et son compte Gmail restait connecté sur la tablette que nous partagions. J'ai alors pu voir en temps réel des recherches qui terrifiantes. Telles que des questions sur la qualification pénale de la pornographie infantile, sur les conséquences pour un parent non condamné, sur la vie en détention et sur les procédures de garde, et ces lignes de recherche dessinaient une logique à la fois terrifiante et incroyablement banale. Ce qui m'a toujours profondément troublé, c'est ce contraste entre son habileté technique, qui lui permettait d'infiltrer des appareils à distance et d'effacer des traces, et son imprudence la plus élémentaire dans d'autres domaines. Comme si une partie de lui connaissait les conséquences et l'autre partie était incapable de se contrôler. La trahison a laissé des séquelles durables dans la famille, nous a forcés à renforcer notre sécurité numérique et à transformer la confiance que j'accordais aux autres en une vigilance constante. Depuis, j'ai dû expliquer aux proches ce qui s'était passé, accompagner les personnes touchées pour qu'elles portent plainte et chercher du soutien psychologique pour ma nièce et pour moi. Au-delà des poursuites judiciaires, il a fallu soigner les vies brisées et réapprendre à vivre sans normaliser une menace qui jusque-là nous paraissait impossible. Mon professeur d'algèbre au lycée avait, paraît-il, le manuel entièrement mémorisé. Un jour en classe,
nous travaillions seuls sur une série d'exercices et beaucoup d'entre nous bloquaient sur une question particulièrement difficile. Voyant nos hésitations, il nous a simplement demandé le numéro de la page et celui du problème. Sans ouvrir le livre, il s'est tourné vers le tableau et a réécrit l'énoncé dans son intégralité, ligne par ligne, comme s'il avait le texte sous les yeux. Puis il a déroulé la solution avec une fluidité incroyable, comme si tout cela n'était qu'un jeu pour lui. Pour nous, qui n'avions jamais imaginé qu'un adulte puisse connaître un manuel scolaire par cœur, c'était renversant, presque irréel. Ce qui frappait encore plus, c'était sa capacité à ne pas seulement restituer les exercices, mais à anticiper nos erreurs. Avant même que nous ne posions nos questions, il savait exactement à quel endroit nous allions trébucher et il expliquait avec des exemples alternatifs, parfois en modifiant légèrement l'énoncé pour nous montrer un autre angle de réflexion. On avait l'impression qu'il vivait à l'intérieur de ce livre depuis si longtemps qu'il en connaissait chaque recoin, chaque subtilité, au point que l'algèbre devenait une seconde langue pour lui. Ce jour-là, la salle de classe s'est remplie d'un mélange d'admiration et de stupeur. Pour beaucoup d'entre nous, c'était la première fois que nous réalisions à quel point la rigueur et la mémoire pouvaient transformer quelqu'un en une sorte de génie pratique, capable de rendre limpide ce qui nous paraissait insurmontable. J'avais un ami d'enfance qui avait une mémoire identique, il ne pouvait absolument rien oublier. À l'école primaire, cela lui posait beaucoup de problèmes, car il ne comprenait pas que les autres puissent oublier des choses et personne n'imaginait qu'il avait cette capacité. Chaque fois qu'un camarade se trompait sur un détail ou se souvenait d'un fait de travers, il pensait que c'était un mensonge ou une tentative de le piéger et il perdait son sang-froid. Les professeurs voyaient un enfant colérique, souvent sur la défensive, et ses camarades se méfiaient de lui parce qu'ils ne savaient jamais quand il allait exploser. En réalité, il n'essayait pas d'être méchant, il ne pouvait tout simplement pas concevoir que la mémoire humaine soit fragile, qu'on puisse confondre un mot, inverser une date ou oublier une scène. Pour lui, le souvenir était un bloc de pierre, immuable, et toute variation sonnait comme une attaque contre lui. Ce n'est que vers ses 15 ans, après des années d'incompréhension et de disputes, que les adultes ont commencé à comprendre qu'il ne fonctionnait pas comme les autres. Quand on a mis un mot sur ce qu'il vivait, son monde s'est un peu apaisé. Peu de temps avant que mon ex-femme et moi ne nous séparions, elle m'a dit qu'elle avait délibérément éloigné tous mes amis et ma famille au fil des années. Non pas par haine mais parce que, si un jour elle décidait de me tuer, elle aurait le temps d'en disposer et de quitter le pays avant qu'on ne remarque mon absence. J'ai entendu ces mots comme une vrille froide qui creusait une réalité que je n'avais jusque-là qu'entrevue. En quelques secondes, tout ce qui m'entourait a pris une autre couleur. Je me suis rappelé des silences aux fêtes familiales. Des appels que je n'avais jamais reçus. Des invitations restées sans réponse. J'ai compris que, peu à peu, ma vie sociale avait été vidée autour de moi pour rendre possible cette stratégie délirante. À ce moment-là, je n'avais pas parlé à mes proches depuis presque 1 an et demi. Ils auraient donc mis longtemps avant de s'alarmer, pensant que je continuais simplement à les ignorer à cause d'elles. Cette vérité m'a donné une peur nette et immédiate qui ne ressemblait à aucune autre. Un mélange de trahison, de soulagement d'avoir enfin su et d'une urgence à réagir. Je suis parti ce soir-là avec mes affaires essentielles. J'ai trouvé refuge chez un voisin. J'ai commencé à reprendre contact avec les personnes que j'avais perdues, non pas pour leur demander pardon mais pour vérifier qu'elles allaient bien et pour leur expliquer que je n'étais pas volontairement absent comme elles avaient pu le penser. Au fil des conversations, j'ai vu leur incrédulité se transformer en inquiétude puis en soutien. Beaucoup avaient effectivement été tenus à distance sans comprendre pourquoi. J'avais un ami qui avait échoué en mathématiques à l'école, pourtant lorsqu'il se retrouvait devant une étagère remplie de bouteilles d'alcool, peu importait qu'il y en ait des dizaines ou des centaines, il savait instantanément calculer le degré d'alcool, le volume et le prix pour déterminer ce qui l'enverrait le plus vite dans un état d'ivresse. C'était comme un étrange don caché, une logique qu'il n'avait jamais réussi à appliquer sur un cahier d'exercice mais qui s'activait dès qu'il voyait un comptoir ou un rayon de supermarché. Ses amis le regardaient avec un mélange de surprise et d'amusement, car il pouvait passer de longues minutes à comparer 2 bouteilles,
pesant mentalement le rapport entre coût et effet, comme si tout se réduisait à une équation de survie. Au fond, ce talent révélait autant son intelligence pratique que sa manière d'échapper à ce qu'il n'aimait pas affronter. Il riait de ses propres trouvailles, se vantant parfois de pouvoir battre n'importe quel étudiant en économie dès qu'il s'agissait d'optimiser un budget consacré à l'alcool. Mais derrière ce rire il y avait souvent une forme de fuite, une tentative de donner du sens à ce qui n'en avait pas vraiment. Quand j'avais 16 ans, mon beau-père a compris que ma mère le trompait. Il a commencé à écouter leurs conversations en secret en posant des micros sur les lignes téléphoniques de la maison. Des lignes fixes comme on en avait en 1992. Puis il enregistrait tout et réécoutait dans le garage. Pendant des heures, j'ai vu le résultat de cette obsession se transformer en une masse de bandes-son où mes propres appels d'adolescents revenaient en boucle. À l'époque, je passais des heures sur des BBS primitifs avant l'Internet par modem. Cela créait des dizaines d'heures de bruit, de rires, de confidences et de discussions embarrassantes. Mon beau-père devait trier tout cela pour retrouver les extraits qui l'intéressaient vraiment. En plus des enregistrements, il a installé un petit dispositif de repérage sur la voiture de ma mère pour la suivre à distance et savoir exactement où elle allait. Cela fonctionnait tant qu'il restait à quelques kilomètres d'elle. Pour l'époque, c'était une mise en œuvre assez technique et minutieuse, qui demandait de la patience et une bonne dose de surveillance. Je me souviens qu'il m'en parlait comme d'un projet qu'il menait pour protéger son foyer. Moi, j'avais plutôt le sentiment d'être la matière première d'un procédé qui dépassait mon consentement. Pendant des semaines, il a dû écouter plus d'heures de mes conversations que de celles de ma mère. Il fouillait à travers une montagne de bavardages d'ados pour arriver enfin à des fragments utiles. Le mélange d'humiliation et d'étonnement m'a frappé. J'avais l'impression d'avoir été réduit à un bruit de fond, pendant que son obsession découpait les moments de ma vie pour en extraire ce qui l'intéressait. En même temps, il m'a dit, d'un ton qui mêlait reproche et pragmatisme, que je devrais trouver un travail pour ne pas passer mes journées au téléphone à parler de sexe. C'était un conseil brutal, mais pas complètement dénué de bon sens. Je connaissais un type qui travaillait dans le commerce et qui avait réussi à mémoriser les numéros de carte de crédit des clients. Il s'en servait pour acheter de la pornographie. Au début c'était pour se prouver quelque chose, pour sentir qu'il contrôlait un secret que personne ne devinait, et cette petite sensation d'impunité le suivait comme une ombre quand il repliait des chemises ou rendait la monnaie, mais très vite le geste banal est devenu une habitude qui a rongé sa conscience. Il cachait ses achats, inventait des explications quand on remarquait des prélèvements étranges, et évitait de parler d'argent avec ses proches parce qu'une part de lui savait que ce qu'il faisait violait la confiance des autres. La situation a fini par le dépasser, la peur d'être pris l'empêchait de dormir et il éloignait ceux qu'il aimait pour ne pas risquer d'être démasqué. Quand la vérité a éclaté, il a perdu son travail et les regards ont changé, et il a dû affronter non seulement les conséquences matérielles mais aussi la honte. Le premier nom qui m'est venu à l'esprit a été celui de Ted Bundy. C'était un homme à l'intelligence vive et au charisme troublant, capable de s'intégrer dans les cercles politiques, d'échapper à la prison à 2 reprises et de continuer à séduire et manipuler les gens, même alors qu'il était déjà connu comme tueur en série et agresseur. Ce contraste glaçant entre son apparence lisse et ses crimes monstrueux faisait de lui quelqu'un d'effroyablement dangereux. Ce qui le rend encore plus effrayant, c'est la facilité avec laquelle il exploitait la confiance des autres, jouant sur la sympathie et la séduction pour attirer ses victimes, comme si le mal pouvait se draper d'un masque charmant sans jamais éveiller les soupçons. Il représentait une forme de menace difficile à détecter, presque invisible tant qu'on ne voyait pas ce qu'il était réellement. C'est pour cette raison que je trouve insupportable l'idée que certains puissent le romanticiser. Réduire un homme pareil à une image séduisante ou fascinante, c'est ignorer la souffrance et la brutalité qu'il a infligée à ses victimes et à leurs familles. Cela montre à quel point l'apparence peut aveugler, mais aussi à quel point il est essentiel de rappeler ce qu'il a réellement été, un criminel impitoyable, et non une figure à admirer. Ma fille de 6 ans fait parfois ou dit parfois des choses qui nous laissent complètement sous le choc.
Elle a cette petite voix adorable, elle est mignonne, rieuse, toujours prête à rigoler, et en même temps elle agit comme si elle ne savait rien faire toute seule. Maintenant je me demande si elle ne fait pas exprès de se montrer ainsi. Par exemple, il y a eu ce moment où mon fils essayait de lire une phrase difficile, il s'appliquait à la déchiffrer mot par mot, et elle, d'un seul coup d'œil, l'a lu à voix haute correctement. Puis, quand on lui a fait remarquer, elle a nié l'avoir fait comme si ça n'était jamais arrivé. Quand elle avait 4 ans, elle nous avait déjà épatés, on préparait une sortie de famille au restaurant et tout le monde se disputait pour savoir qui allait dans quelle voiture, comment répartir les passagers. Alors que les adultes perdaient leur temps à calculer, elle a annoncé immédiatement combien de personnes pouvaient entrer dans chaque véhicule. Elle avait raison, bien entendu. Chez moi, je parle italien avec ma mère et ma nonna au téléphone, mais avec mes enfants je parle anglais. J'étais persuadé qu'ils ne comprenaient pas l'italien. Mon fils, effectivement, n'y comprend presque rien. Mais ma fille, apparemment, si. Je m'en suis rendu compte le jour où ma mère m'a parlé en italien de vélo qu'elle voulait offrir aux enfants pour Noël. Ma fille a eu un petit mouvement d'excitation, ses yeux se sont illuminés une seconde, puis, quand elle a réalisé sa réaction, elle a nié aussitôt, comme si elle ne voulait pas que l'on sache qu'elle avait compris. Ses compétences en mathématiques sont aussi impressionnantes. Elle est capable de faire beaucoup de calculs de tête, elle donne le bon résultat presque instantanément, même si elle ne peut pas toujours expliquer comment elle y est arrivée. Moi, avec ma dyscalculie, j'ai du mal avec ces choses-là, donc la voir réussir avec tant d'aisance est encore plus incroyable. En réalité, ce contraste entre son apparence d'enfant fragile et les éclairs d'intelligence qu'elle laisse échapper la rendent à la fois mystérieuse et fascinante. Une femme que je connais a cette capacité étrange et saisissante de pressentir un danger juste avant qu'il ne survienne. Plusieurs scènes me restent en tête comme preuve de cette intuition presque surnaturelle. Une fois, elle a interrompu sa marche au même instant où un pot de fleurs s'est détaché d'un balcon. Il s'est écrasé exactement à l'endroit où elle se trouvait quelques secondes plus tôt. Une autre fois, elle a rattrapé un enfant qui courait sur la chaussée, juste avant qu'une voiture ne le percute. Dans chaque cas, elle n'a aucun souvenir d'avoir réfléchi. Elle a simplement agi, comme si quelque chose l'avait tirée en arrière. Au fil du temps, ces incidents ont cessé d'être de simples anecdotes pour les gens autour d'elle. Ils sont devenus une réputation. Les voisins la regardent désormais d'un air mi-amusé, mi-sérieux, quand elle traverse la rue. Les parents lui confient leurs enfants avec une confiance mêlée d'étonnement. Et elle, de son côté, garde une perplexité profonde face à ce dont elle n'explique pas. Elle a cherché des causes possibles. L'observation inconsciente des signaux faibles, comme un mouvement suspect ou le bruit d'un objet qui se détache. Une sensibilité physiologique liée au stress. Parfois, elle imagine que c'est simplement une accumulation d'expérience et d'attention portée aux détails. Cela transforme sa perception en une sorte d'alarme interne. Mais aucune de ces hypothèses ne la satisfait complètement. Cette faculté a aussi un coût. Elle se sent parfois coupable quand son pressentiment n'a pas suffi. Ou quand des gens l'interprètent comme une chance inexplicable. Elle a appris à canaliser cette anxiété en devenant plus proactive. Elle s'est formée au premier secours. Elle surveille les lieux publics. Elle intervient quand la situation semble menacer quelqu'un. Elle est consciente que ce qu'elle appelle son instinct tient autant d'une responsabilité que d'un privilège. Mon mari et son père forment un duo tellement capable qu'ils donnent l'impression que rien d'utile n'est hors de leur portée. Je n'ai jamais rencontré des gens qui peuvent, avec la même décontraction, réparer une voiture en 15 minutes en suivant une vidéo. Remettre en état une plomberie qui semblait condamnée. Reconstruire un ordinateur en un après-midi. Ou encore prendre un projet de construction de maison de A à Z, comme s'il s'agissait d'un week-end entre amis. Une fois, j'ai roulé par mégarde sur la conduite d'eau devant la maison. Il a fallu très peu de temps pour qu'ils identifient l'endroit exact de la rupture. Ils ont fabriqué une pièce de réparation sur mesure, l'ont posée proprement et ont remis l'eau. Le tout pendant que les enfants jouaient dans le jardin.
Cela m'a laissé bouche bée devant cette capacité à transformer un incident stressant en simple chantier réglé en vitesse. Mon mari travaille dans le renseignement géospatial au sein des marines. Son expérience lui donne un sens de l'analyse spatiale et de la planification qui rend la résolution de problèmes incroyablement efficace. Son père, professeur de sciences et de chimie en STEM, a l'habitude de décomposer n'importe quel phénomène jusqu'à ses principes de base. Il bricole des solutions chimiques ou matérielles quand la situation l'exige. Ensemble, ils combinent savoir et improvisation d'une manière qui semble presque magique. Ils cuisinent aussi avec la même inventivité. Ils préparent des plats complexes pour le plaisir. Ils expérimentent des techniques empruntées à la chimie et au calcul pour obtenir des textures et des saveurs surprenantes. Souvent, ils reviennent d'un essai culinaire en expliquant comment une altération du processus a modifié la réaction des aliments. Chaque repas se transforme alors en petites leçons pratiques. Ce que j'admire le plus chez eux n'est pas seulement cette aptitude à tout réparer. C'est la manière dont ils apprennent vite, appliquent ce qu'ils savent et partagent ensuite leurs compétences avec patience. Que ce soit en m'expliquant comment remplacer une pièce ou en emmenant les enfants sur un chantier pour leur montrer comment mesurer, calculer et prévoir. J'aime les taquiner en disant qu'ils ont un don littéral pour tout maîtriser. Au fond, je me sens chanceuse d'apprendre à leur côté. Leur manière d'aborder les problèmes m'a rendue plus confiante et plus curieuse. Même si parfois, je reste simplement émerveillé devant ce dont des humains sont capables quand ils allient curiosité, pratique et ténacité. Une amie à moi s'était retrouvée prise dans une relation compliquée avec un collègue qui, en réalité, était marié et avait un jeune enfant. Elle sortait tout juste d'un mariage horriblement abusif, elle n'avait plus aucune notion claire de ce que représentaient des limites saines, et cet homme en a profité. Il la manipulait, jouait avec ses sentiments, sapait peu à peu la petite confiance en elle qu'elle avait réussi à reconstruire, et en plus de ça il commençait à lui soutirer de l'argent. Bien sûr, il n'a jamais quitté sa femme, et tout ce qu'il faisait était calculé pour le plaisir de contrôler. C'est à ce moment qu'une autre amie, une copine de fac, est intervenue. Elle a pris notre ami sous son aile et lui a dit exactement quoi dire et comment réagir, en anticipant chacun des scénarios possibles. Elle savait quelle phrase il allait utiliser, quel ton il prendrait, et elle avait préparé des réponses destinées, comme elle le disait, à lui faire goûter à sa propre médecine. Mais sa version était bien plus radicale, ce que lui administrait au quotidien ressemblait à un petit baume anodin, tandis qu'elle, elle lui servait un poison psychologique d'une précision chirurgicale. Ce qui est troublant, c'est que tout s'est déroulé comme elle l'avait prédit. En moins de 48 heures, sans qu'il y ait eu auparavant de problème majeur apparent, cet homme a disparu du travail. On a fini par le retrouver hospitalisé, placé en soins involontaires après que les secours l'avaient découvert en train de tenter sérieusement de se faire du mal. Ce qui me hante encore, c'est que cette amie de fac n'avait jamais rencontré cet homme, elle ne connaissait que ce que nous lui en avions dit. Pourtant, elle avait prévu avec une exactitude effrayante non seulement ses réactions mais aussi les leviers psychologiques qui allaient le détruire en un temps record. Je travaille dans la sécurité informatique. Les usages sinistres de l'intelligence sociale sont le pain quotidien de l'adversaire. Un gamin est parvenu, à plusieurs reprises, à manipuler des entreprises, y compris un fournisseur d'accès, pour obtenir des informations confidentielles. Même si son quotient intellectuel n'était pas extraordinaire, ses méthodes réclamaient une certaine planification. Une impatience froide laissait deviner un profil narcissique, ou au moins très centré sur lui-même. Il procédait par petites étapes. Il appelait le service client en se faisant passer pour un proche en détresse. Il exploitait des informations publiques ou des réponses faibles aux questions de sécurité. Il persuadait des employés fatigués de lui remettre des accès ou des renseignements. À force d'accumuler des fragments, il reconstituait des éléments plus sensibles jusqu'à atteindre son but. Cela montre que l'intelligence malveillante n'a pas toujours besoin d'être brillante pour être extrêmement efficace. Ce genre d'attaque a des conséquences très concrètes sur la victime. Elle se retrouve violée dans son intimité. Elle perd peu à peu confiance en ses proches et dans les institutions censées la protéger. Autour d'elle,
les retombées peuvent être lourdes, procédures administratives, verrouillage de comptes, changement d'identifiant, mise en place d'une surveillance défensive permanente. Le quotidien devient une succession de vérifications et de méfiance. Ce qui me paraît encore plus inquiétant, c'est que l'infrastructure de surveillance de masse et les moyens techniques disponibles aujourd'hui peuvent paraître abstraits tant qu'ils ne vous ciblent pas. Pourtant, ils deviennent terriblement réels quand les projecteurs se braquent sur vous. Des données fragmentaires, collectées et croisées, permettent à quelqu'un de vous tracer, de prédire vos déplacements et de manipuler des interlocuteurs pour obtenir toujours plus d'informations. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.